Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, nous concerne vraiment tous au quotidien. Les fichiers PDF, Ah oui, on en manipule tout le temps. tout le temps. Et c'est souvent un casse-tête, il faut bien l'avouer. Pour fusionner deux documents ou signer un contrat, le réflexe c'est quoi? C'est de taper «modifier PDF» en ligne sur Google. Bien sûr, hein. Et là, on se retrouve à envoyer des fichiers qui sont parfois hyper confidentiels sur des serveurs un peu au hasard, sans avoir la moindre idée de ce qu'il en advient derrière. C'est exactement le problème que cherche à résoudre l'outil dont on va discuter, Sterling PDF. C'est un projet open source qui se présente un peu comme la boîte à outils ultime pour les PDF. La boîte d'outils ultime, carrément. Oui, et ce ne sont pas que des mots. Sa popularité parle d'elle-même, c'est l'application numéro 1 de sa catégorie sur GitHub en ce moment. La promesse, elle est simple. Vous donner tous les outils possibles, gratuitement, et surtout, vous permettre de garder le contrôle total de vos données. Voilà, le mot-clé, c'est le contrôle. Et c'est l'objectif de notre analyse aujourd'hui, hein. On a fait pas mal de tests, on a épluché la doc officielle. L'idée, c'est de voir si cette promesse est vraiment tenue. C'est ça, on va décortiquer ce que Stirling PDF a dans le ventre, comment on l'installe, et si c'est vraiment la solution miracle pour qui se soucie un minimum de la confidentialité de ses infos. Alors commençons par le début. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec Stirling PDF? Concrètement, presque tout. La liste des fonctionnalités est assez impressionnante, on parle de plus de 50 outils différents. 50, oui. Ça couvre évidemment toutes les opérations de base. On peut visualiser, fusionner plusieurs documents, diviser un gros fichier en plus petits, réorganiser les pages, les faire pivoter ou en supprimer. Le kit de survie classique, quoi. D'accord, ça c'est un peu la base qu'on attend. Beaucoup d'outils, même en ligne, proposent ça. Qu'est-ce qu'il fait vraiment sortir du lot? Alors, on monte en gamme avec les capacités de conversion. On peut transformer un PDF en document Word, en présentation PowerPoint, en image ou même en page web HTML. Ah ouais, quand même. Et ça marche aussi dans l'autre sens, hein. On lui donne une URL de page web ou un document bureautique et il en fait un PDF propre. Et ce qui est rassurant, c'est que pour certaines conversions, comme vers Word, l'outil s'appuie en arrière-plan sur des moteurs très robustes comme LibreOffice. Ce n'est pas un gadget donc. Non, la compatibilité est de très bon niveau. Justement, sur cette conversion PDF vers Word, c'est souvent là que le bât blesse. C'est un peu le test ultime. D'après ce qu'on a pu voir, est-ce que ça gère bien les mises en page un peu complexes ou est-ce qu'on se retrouve avec un texte brut qui a tout perdu? C'est une excellente question. Pour des documents standards, disons des lettres, des rapports, des factures, les résultats sont vraiment solides. La structure est conservée, les tableaux sont bien retranscrits. Ok, Maintenant, si on lui donne une plaquette marketing ultra design avec des polices exotiques et des images dans tous les sens, il ne faut pas s'attendre à une copie parfaite au pixel près. Il y aura des ajustements à faire, c'est certain. Mais pour, disons, 95% des usages professionnels, c'est tout à fait performant. c'est une précision importante. Et au-delà de la conversion, je vois qu'il y a des outils qu'on trouve d'habitude que dans les versions payantes d'Acrobat. Je pense à l'ajout de signature ou même à l'OCR. Absolument. La gestion des signatures est très complète. On peut dessiner sa signature ou alors, pour un usage plus formel, apposer un véritable certificat numérique. Ce qui donne une valeur légale. L'outil peut en extraire tout le texte pour qu'on puisse le copier-coller. Et enfin, il y a une fonction de caviardage pour noircir de manière définitive des infos sensibles. C'est indispensable quand on doit partager un contrat en masquant certains montants. Ok, donc la liste de fonctionnalités est massive, je suis convaincu. Mais ma première pensée, c'est ça doit être une usine à gaz à utiliser. Comment on s'y retrouve là-dedans? Eh bien, c'est là que l'ergonomie est bien pensée. Malgré la cinquantaine d'outils, l'interface est très épurée. Tout est classé par catégorie logique comme modifier, convertir, sécurité. Et surtout, il y a une barre de recherche. Ah, ça c'est bien. On trouve instantanément ce qu'on veut faire. Pas besoin de naviguer dans des menus à rallonge. Et il faut ajouter que l'interface est traduite dans plus de 40 langues, dont un français impeccable, ce qui la rend tout de suite accessible. D'accord, l'arsenal est complet, bien présenté. Mais maintenant, la question qui fâche. Comment on installe ce truc? J'imagine que ce n'est pas aussi simple que de cliquer sur un lien. Comment une personne lambda peut faire tourner cette application? Alors, il y a plusieurs chemins, avec différents niveaux de simplicité et de contrôle. Le plus direct, pour un usage local sur son ordinateur, c'est de télécharger un fichier exécutable depuis la page du projet sur GitHub. Ok, On le lance sur son PC ou son Mac et l'application s'ouvre. C'est simple, ça donne accès à tout. Le seul prérequis, c'est de vérifier qu'on a bien Java d'installer sur sa machine.
C'est une bonne porte d'entrée. Mais si je fais ça, je suis le seul à pouvoir l'utiliser. La vraie puissance, tout l'argumentaire sur la confidentialité, ça vient de l'auto-hébergement, n'est-ce pas, Eve? Exactement. Et le mot serveur, ça a tendance à faire un peu peur. Est-ce que c'est vraiment accessible? C'est là que la magie de Docker opère. Docker, pour simplifier, c'est une technologie qui permet d'empaqueter une application et tout ce dont elle a besoin pour fonctionner dans une sorte de boîte hermétique, un conteneur. J'aime bien l'analogie de la boîte Tupperware pour logiciel. C'est exactement ça. Tout est dedans, ça ne se mélange pas avec le reste du système et c'est facile à lancer n'importe où. Et en pratique, ça se traduit comment? C'est compliqué à mettre en œuvre? En pratique, c'est d'une simplicité déconcertante. Si Docker est installé sur votre machine, une seule ligne de commande dans un terminal suffit pour télécharger et démarrer Sterling PDF. Et c'est tout. Une seule ligne. Une seule. Et cette méthode permet de l'installer où on veut, sur un petit serveur dédié, chez un hébergeur comme Contabo ou Infomaniac, ou même chez soi, sur un NAS. Et à partir de là, on a son propre service de PDF, accessible depuis un navigateur, et dont on maîtrise toute l'infrastructure. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Mais ça soulève une autre question, immédiatement. Mettre un outil comme ça sur mon propre serveur, ça me donne le contrôle, mais ça sonne aussi comme si j'ouvrais une porte sur mon réseau. Ma première inquiétude, c'est la sécurité. Bien sûr. Est-ce qu'en voulant protéger mes données, je ne suis pas en train de créer un problème de sécurité encore plus grand chez moi? C'est la réaction la plus saine et la plus logique à avoir. Et heureusement, les développeurs y ont pensé. Par défaut, si on lance le conteneur sans aucune configuration, le service est ouvert, c'est vrai. Mais le sécuriser, c'est la première chose à faire et c'est très simple. Comment on fait? Dès la commande de lancement, on peut ajouter une option pour activer une authentification obligatoire. Et immédiatement, l'accès au site sera protégé par une page de connexion avec identifiant et mot de passe. D'accord, donc on peut mettre un cadenas sur la porte, c'est le minimum. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Si je veux le partager avec ma famille ou une petite équipe? Oui, et c'est là qu'on voit que l'outil est conçu pour un usage qui dépasse le cadre personnel. Une fois connecté en tant qu'admin, on accède à une véritable interface d'administration. De là, on peut créer plusieurs comptes utilisateurs. Ah, donc on peut avoir des rôles différents, genre admin et utilisateur simple? Exactement. Il y a le rôle admin, qui a tous les pouvoirs, et le rôle utilisateur, qui peut se servir de tous les outils, mais ne peut rien changer à la configuration. C'est parfait pour gérer une petite équipe. Cette gestion multi-utilisateur, ça montre déjà une certaine maturité. Mais qu'en est-il des menaces plus sérieuses comme les attaques par force brute, où un robot essaye des milliers de mots de passe? C'est prévu. Dans le fichier de configuration, un simple fichier texte qui s'appelle settings.yml, on trouve des paramètres de sécurité avancés. La protection contre la force brute est activée par défaut. Après 5 tentatives ratées, le compte est bloqué pendant 2 heures. C'est efficace. Ça décourage la plupart des attaques automatisées, oui. Et pour une intégration en entreprise où tout le monde a déjà un compte pro, personne ne veut d'un énième mot de passe à retenir. C'est le niveau de sécurité supérieur. Sterling PDF gère l'authentification centralisée via le protocole Auth 2. C'est le standard de l'industrie. Pour le dire simplement, on peut le brancher sur un système existant comme Google, Microsoft ou des solutions d'entreprise comme Keycloak. Ah, comme quand on fait se connecter avec Google sur un site. C'est le même principe. L'employé clique sur « Se connecter avec mon compte d'entreprise » et il est dedans. Pas de nouveau mot de passe, c'est fluide, sécurisé, c'est une fonctionnalité de niveau professionnel. On peut même, via ce fichier, changer le nom Sterling PDF pour le nom de son entreprise et l'intégrer en marque blanche. Bon alors, creusons ce qui est pour moi le cœur de l'argumentaire. On en a parlé, mais je veux qu'on soit très clair. C'est quoi la grosse différence entre glisser mon contrat de travail sur superpdfconvertissezgratuit.com et l'envoyer sur ma propre instance de Sterling PDF? La différence est abyssale. Dans le premier cas, vous envoyez un document avec votre salaire, votre adresse, des clauses confidentielles à une entité tierce. Vous ne savez rien de son modèle économique. Est-ce qu'elle scanne le contenu pour revendre les données? Est-ce qu'elle les stocke sur des serveurs mal sécurisés? Vous n'en avez aucune idée. C'est un acte de foi. Et avec Sterling PDF auto-hébergé? La question ne se pose même pas. Techniquement, comment cette garantie est assurée? Qu'est-ce qui se passe quand je upload mon fichier? Le processus est transparent. Le fichier transite de votre navigateur vers votre serveur. Là, il est traité exclusivement en mémoire vive, la RAM, ou dans un dossier temporaire sur le disque dur de ce même serveur. L'outil fait son opération. Ok. Une fois l'opération terminée et que vous avez téléchargé le résultat, les fichiers temporaires qui ont servi au calcul sont
immédiatement et automatiquement supprimés. Donc aucune trace, aucune copie qui traîne quelque part. Et surtout, aucune transmission à un service externe. Exactement. Le modèle de confiance est inversé. Vous n'avez plus besoin de faire confiance à un tiers. La confiance n'est plus un prérequis car vous contrôlez toute la chaîne. C'est la définition même de la souveraineté des données, mais appliquée à une tâche du quotidien. C'est l'argument le plus puissant pour cette solution. C'est limpide, donc on a une interface web ultra complète, sécurisée, qui garantit la confidentialité. Mais en regardant la doc, j'ai l'impression que c'est plus qu'un simple site web. Il est question d'une API. Pour ceux qui ne sont pas développeurs, pourquoi c'est important ? C'est l'autre facette de Sterling PDF qui le fait passer de simple outil à véritable plateforme. Une API, c'est une sorte de télécommande programmable. Ça veut dire que presque toutes les 50 fonctions accessibles via l'interface peuvent aussi être déclenchées par un autre programme, un script. D'accord, mais quel est l'intérêt dans la vie réelle ? Donne-moi un exemple concret. L'intérêt, c'est l'automatisation à grande échelle. Imaginez un service comptable qui reçoit 200 factures en PDF chaque jour. Ok. Au lieu d'ouvrir chaque fichier, de chercher le montant et de le copier-coller, un développeur peut écrire un script qui fait ça tout seul. Le script envoie chaque facture à l'API de Sterling PDF en lui disant « Utilise l'OCR pour extraire le texte », puis il cherche le montant et l'ajoute directement dans un tableur. Ah oui, je vois. On peut construire des processus sur mesure en utilisant Sterling PDF comme un moteur en coulisses. Précisément. Et pour faciliter la vie des développeurs, le projet fournit même des SDK, des kits de développement, qui sont des boîtes à outils préfaites pour interagir avec l'API. Sterling PDF ne se contente pas d'être une destination. Il peut devenir une brique de l'infrastructure d'une entreprise pour le traitement de documents. Alors, si on devait résumer, on a un outil pour les PDF qui est non seulement gratuit et open source, mais qui a une richesse fonctionnelle qui rivalise avec des solutions professionnelles payantes. Il est flexible. On peut l'utiliser simplement en local ou le déployer sur son propre matériel pour un contrôle total. Et c'est bien là que se situe sa valeur la plus profonde. Au-delà du coût, au-delà des fonctionnalités, ce qui le démarque fondamentalement, c'est cette reprise de contrôle. Dans un monde numérique où nos données sont la nouvelle monnaie d'échange, où tout ce qu'on fait en ligne est analysé, le simple fait de pouvoir gérer ces documents en circuit fermé, sans fuite d'infos, est une démarche qui a énormément de sens. Parfait. Pour conclure, laissons notre auditoire avec une dernière pensée pour la route. Avec plaisir. Voilà une question à méditer. À une époque où de plus en plus d'outils, même les plus simples, intègrent des intelligences artificielles qui, par définition, doivent analyser nos contenus pour fonctionner, la question de savoir où et comment nos données sont traitées devient absolument centrale. Apprendre à déployer et maîtriser des solutions auto-hébergées comme celle-ci, est-ce que ce n'est pas en train de passer du statut de curiosité de technicien à celui de compétence de base en matière d'hygiène numérique, au même titre que savoir reconnaître un email de phishing ?